Messieurs, dames, c'est parti pour plus d'une heure d'actualité sur la Grande Tribune, votre magazine qui vous permet de comprendre l'actualité de façon approfondie. Nous avons deux invités sous ce plateau qui vont analyser les questions d'actualité ici sur ce plateau. Monsieur Jean-Paul Kazamba, chercheur, politologue et cadre du PPRD, du FCC, pardon, la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qui est vraiment suivi ces derniers temps. Je suis vraiment heureux d'être invité aujourd'hui. D'accord, monsieur Jean-Paul Kazamba. Merci. Vous êtes politologue aussi, vous êtes chercheur. En face de vous, un autre politologue, un chercheur aussi, un professeur d'université, professeur Edi Eni, qui est cadre de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. Bonjour et merci d'être avec nous. Monsieur le professeur. Bonjour Dan et bonjour juste à mon co-débatteur. Voilà, je salue tous nos téléspectateurs. Voilà. Bon, on va essayer de matière consacrée à la politique, votre compréhension, appréhension de la chose du point de vue politologique et aussi politique de façon globale. Peut-être sans parti pris, sans tendance politique. Alors, on va prendre rapidement les questions, avant d'amorcer les questions d'actualité qui sont prévues ce matin. Jean-Paul Kazamba, est-ce que vous avez un sujet que vous souhaitez commenter, un sujet d'actualité qui vous tient à cœur? Non, bon, je n'ai pas vraiment de soucis, sauf que j'allais dire qu'aujourd'hui, je sens être victime. Dans notre pays, vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a des gens qui se sont battus pour la démocratie, il y a des gens qui se sont battus pour avoir cette liberté d'expression qu'on ne peut pas jeter des revers de la main. Moi, j'ai été signé un contrat à une entreprise, l'ARMP, l'Autorité de régulation des marchés publics. Ça fait plus d'une année et demie que j'ai signé ce contrat. Lorsque j'y vais, on va vous dire à la télévision ici que non, vous passez à la télévision, vous critiquez les chefs de l'État, vous êtes d'une famille politique autre que celle, malgré que je sois congolais de père et de mère, on était à 5, il y a 4 qui ont été notifiés. Moi, ça fait une année et demie que j'ai signé le contrat et que je n'ai jamais vu ma notification venir. Bon, ce n'est pas ça qui va nous décourager pour venir parler à la télévision. Parce que si on a besoin, pour que les pays, en français on dit que du choc des idées, jaillit la lumière. On a besoin de deux sons de cloche. Que si par exemple, mon co-débatteur va dire par exemple, mais c'est ce qu'il est en train de bien faire, il va le démontrer. Moi, je me dis non, il est en train de mal faire et que je le démontre. Nous ne sommes pas là pour que nous tous, nous soyons là pour applaudir, même si les choses vont de mal en pis. Donc voilà, ça ne va pas nous me décourager, mais c'était un peu ça ma préoccupation aujourd'hui, que ça fait plus d'une année, jour pour jour, que j'ai été signé un contrat dans une entreprise ARMP. Lorsque j'y vais, je ne reçois pas gain de cause. Donc voilà un peu ce que je voulais commenter au début de cette émission. Merci beaucoup, monsieur Kazamba. Une question d'actualité, vous souhaitez commenter? Oui, en fait, d'abord, je veux parler de mon entité qui est le district de la Tchangou. Aujourd'hui, Tchangou est complètement oublié je dirais, dans la gouvernance de ce régime, surtout singulièrement Kimbanteke. Depuis le début du régime jusqu'à la preuve du compte, jusqu'à présent, aucun ouvrage juste pour les comptes de ma commune. Or, ma commune est la commune la plus peuplée de la RDC parce que c'est la seule commune qui disposerait aujourd'hui plus de 3 millions d'habitants. Mais curieusement, il n'y a pas d'ouvrage construit en faveur de la population. Donc je parlerai même de routes, surtout les voies routières. On en manque vraiment assez parce que, prenons la route Mokali, jusqu'à présent, du contraire, les tronçons Pont-Mango, Kibunda, là où on a construit la station de la SNEL pour alimenter tout Tchangou, jusqu'à du contraire, cette station est menacée par des têtes d'érosion. Le gouvernement n'agit pas. Vous avez juste la route Nzoko, là où vivait l'ancien premier ministre Gizenga. Jusqu'à présent, les gens disent là-bas,
Après la mort de Gizenga, apparemment, nous sommes abandonnés. Voilà encore juste la route Kumbanseke. Donc, nous demandons à ces gouvernements d'avoir quand même un œil regardant sur sa population. On ne demande pas à ce que juste du folklore, oui, mais la population veut palper du doigt l'action de ces gouvernements parce que ça ne marche pas. Voilà, un cri de cœur d'un habitant de Kimbanseke. De Kimbanseke. Sans pour autant parler de ce que l'ami vient de dire ici. Parce que je reçois toujours des appels. Il y a même un monsieur qui m'a suivi quelque part pour me dire, prof, attention. L'autre fois, je passais dans une émission. C'est un service qui appelle. Je dis quand même, je suis congolais. Je n'ai jamais outragé. Mais juste, nous critiquons l'action. Hier, l'UDPS au pouvoir critiquait l'action de Kabila. Farouchement alors. C'est l'UDPS qui nous a appris la nationalité controversante de Kabila. Mais aujourd'hui, on ne veut pas. L'UDPS ne veut pas nous laisser aussi parler. L'UDPS nous a appris hier que Mobutu était, il semblerait, centrafricain. Toujours l'UDPS. Hein? L'UDPS qui parle de Martin Fayulu comme Camerounais. Mais l'UDPS doit aussi nous laisser un peu parler. Voilà. C'est entendu, prof. C'est passé. Voilà. On va donc lancer ce débat. L'actualité en images, Kabila et Tshisekedi, la bataille de la corruption. On va faire une analyse comparative. La corruption, le détournement demeure un fléau qui ne cesse de ranger la gouvernance politique en RDC. Pourtant, le chef de l'État s'est résolument engagé à la combattre. La motion de défiance contre le ministre Chéribin Okende, qui a accouché d'une souris, et la leçon morale de l'honorable Nsingi Pouloulou, inculquée au président Christophe Mbosso, en sont une parfaite illustration. À dire vrai, au sujet de la comparaison sous les régimes Kabila-Tshisekedi, il n'y a qu'un pas. Voilà, ça c'est la réflexion de la rédaction de Congo Buzz Télévision. Voilà. Jean-Paul Kazamba, les sujets qui nous est posés ce matin, le premier sujet, c'est de Kabila à Tshisekedi, la comparaison au niveau de la corruption. Est-ce que y a-t-il un changement, soit positif, soit négatif, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, en termes de lutte contre la corruption? Vous savez que, M. Dan, si je dois dire qu'avec Kabila, tout était au rose, je serais menteur. Ah oui. Si tout n'était pas au rose, tout n'était pas aussi au rouge. Mais lorsque le législateur a parlé de l'alternance, parce que lorsqu'on est dans l'opposition, c'est pour voir un opposant est comme une lampe témoin. Parce que lorsque le gouvernement c'est comme un conducteur qui est au volant, les receveurs ou les bons chauffeurs, c'est quelqu'un qui est là, qui voit comment il peut remédier à ce que le conducteur est en train de faire comme les faux pas. Donc, quand on a un opposant ou l'opposition est lampe témoin d'un régime, d'un gouvernement. L'UDPS a fait au moins 37 ans dans l'opposition. C'est-à-dire, l'UDPS était là pour voir qu'est-ce qui allait avec Kabila et qu'est-ce qui n'allait pas avec Kabila. Donc, l'UDPS, lorsqu'on vient au pouvoir, on vient corriger les erreurs de votre prédécesseur. Raison même de l'alternance au pouvoir. Parce que personne ne ferait du Congo un paradis. Personne ne ferait aussi des États-Unis un paradis. On ne vient que se compléter. Mais là où ça fait très mal, lorsque vous avez en face d'un parti politique qui a lutté dans l'opposition pendant plus de 37 ans et qui doit reproduire les mêmes erreurs de son précédent, là où les bas blessent. Moi, je ne dis pas que tout avec Kabila était rose. Mais il y avait aussi des parodies de justice. Mais ce qu'on avait souhaité, ou que le peuple avait tant souhaité, c'est ces parodies de justice que l'UDPS décriait à longueur de journée, qu'on devait plus avoir ou voir sous le régime Tshisekedi. Donc, nous sommes dans la continuité. De toute vraisemblance, la situation va de mal en pire. Si on doit faire un test sur la justice sous le régime de Tshisekedi, il faut voir par exemple les vrais tests de la justice sous Tshisekedi étaient les procès de 100 jours.
Monsieur Dan, vous savez qu'il y a eu même un juge qui en a fait les frais, qui était tué à cause de ces procès de 100 jours. Gis Yanni. Mais où en sommes-nous avec ces procès? Est-ce qu'il y a eu des tournements? Oui ou non? Oui, il y en a eu. Est-ce qu'il y a eu plus d'1 milliard de dollars qui étaient détournés? Ça, c'est de l'argent frais que M. Tchilé avait trouvé dans la caisse de l'État, que Kabila avait laissé plus d'1 milliard et quelques. Nous ne disons pas que c'est beaucoup. Mais nous ne disons pas aussi que parce que c'était 1,5 milliard qu'on devait dilapider de la sorte. Quand vous parlez, vous dites que les choses vont de mal en pis. Si nous essayons de revenir en arrière, aller à l'époque de Kabila, il y avait des rapports, des scandales financiers qui ont été publiés par les médias internationaux tels que Panama Papers, Congo Hold Up, les Lumumba Papers. Tout ça, tout ce qu'on a connu, on ne l'a pas vécu. Non, évidemment, ce qu'on a connu avec Kabila, on l'a connu à peu près pendant 18 ans. Oui. Mais avec Tshisekedi, tous les détournements, tout ce qu'on appelle les paradis fiscaux, on les vit dans les 4 ans au pouvoir. Tout ce que vous parlez comme détournement sous Kabila, c'est le même détournement que vous êtes en train de vivre avec Tshisekedi. Mais avec Tshisekedi, c'est à un temps record. C'est à un temps record que des gens sont devenus des multi... Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Dan... On n'a pas vu un rapport qui révèle un scandale financier d'une ampleur semblable à celle de Panama Papers, où on a cité des personnalités... Non, mais ici, lorsque par exemple... Très sûres et très proches du goût ne parlons pas de Panama Papers. Parlons par exemple du procès 100 jours où il y a eu des tournants de plus d'1 milliard de dollars américains. Plus d'1 milliard. Des dollars américains. On a parlé de 800 millions, mais c'est à peu près 1 milliard de dollars. Et qu'il y a des gens aussi qu'on avait arrêtés à cette fin. Mais vous pouvez citer une seule personne qui aujourd'hui, on a parlé de 58 en prison... C'est pas 58 millions. Non, mais c'est pas ça. Le procès 100 jours qui opposait mon frère, Vital Kamerhe, c'est co-accusé face à la justice. Mon frère, Dan, Tiakin, je vous dis qu'il y a eu plus d'1 milliard de dollars qui a été porté disparu au niveau du trésor public. C'était de l'argent laissé par M. Kabila. Aujourd'hui, Kabila ne peut pas être un modèle pour l'IDPS. L'IDPS, en principe, après avoir fait 32 ans au pouvoir, devait venir corriger les erreurs du passé. Mais vraisemblablement, on est en train de reculer. L'IDPS copie les erreurs du passé et en rajoute davantage. Mais est-ce que vous pouvez citer Etienne Longondo et où aujourd'hui? Willy Bakonga est où aujourd'hui? Parce que nous avons parlé aussi des tournements, de la gratuité de l'enseignement. Ils ont fait tout face à la ça, justice. non, tout ça, moi je pense que mon frère, aujourd'hui, apparemment, vont de mal en pis. Apparemment, la justice que nous vivons aujourd'hui avec le pouvoir actuel, c'est une justice à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'on arrête généralement les gens qui viennent parler que ceux qui détournent. D'accord. On arrête pas ceux qui détournent. Merci on beaucoup. Arrête aussi ceux qui dénoncent. Jean-Marc Kaboun est aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul Moi, Kazamba. je voulais citer. Vous avez consommé 5 minutes je déjà. Je dois laisser la parole à votre co-débatteur. Merci beaucoup. Ça va. Vous aurez la parole incessamment. Ça va. Professeur Edi Eni, je pose la même question que j'ai posée à votre co-débatteur, monsieur Jean-Paul Kazamba. Kabila et Tshisekedi, la bataille de la corruption, on va faire une comparaison entre les deux. Est-ce qu'on va se dire qu'il y a changement dans le bon sens, dans le mauvais sens, ou encore nous sommes dans la continuité? Bon, juste c'est une question qui me semble un peu complexe. Je dirais, on s'inscrit pratiquement dans la continuité de cette prédation imprimée par le régime Kabila. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est juste Jean-François Bayard, qui a parlé de la gouvernementalité, donc de l'État au Cameroun, la gouvernementalité du ventre. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons pratiquement la patrimonialisation de l'État. On ne sait pas vraiment quoi dissocier le bien de l'État, le bien public et les biens privés. Lorsque l'on arrive au pouvoir en RDC, c'est pour s'enrichir et non pour servir la population. On a connu sous Kabila, oui, l'ami a parlé de 18 ans, oui, mais pendant ces 4 ans,
il y a eu encore des crimes financiers odieux contre la République démocratique du Congo. Prenons 4 ans. Tel que l'affaire 100 jours. Vous avez l'affaire Covid. Covid, L'affaire qui a impliqué gratuité le ministre de la Santé. Étienne Longondo. L'affaire gratuité de l'enseignement. Vous avez juste l'affaire Tchilegelou. Hein? Et je vis un acteur majeur parce que nous sommes dans la démocratie et à son âge particratique. C'est-à-dire, en réalité, l'action du gouvernement est prédéfinie par le parti politique, hein, à l'ère particratique. J'étais surpris de voir un président ad interim du parti au pouvoir, hein, parler de la jouissance. Et en parlant de la jouissance, il nous dit même le paradis fiscaux sont pratiquement renfloués par l'argent des Congolais. Un Messie a dit, la rapine congolaise peut construire les Congos. C'est-à-dire, ce que les Congolais volent et placent à l'extérieur, une fois ramené au Congo, nous avons un Congo construit. Donc, nous renforçons. Moi, j'écris un ouvrage. Je vais poser la même question que j'ai posée à M. Jean-Paul Kazamba. Tous ces crimes financiers, tous ces crimes économiques qu'on a connus sous Kabila. J'ai cité Panama Papers, Congo Hold-up, pour des montages financiers, des millions de dollars qui sortaient presque chaque année, qui ont été découverts. Le rapport a été publié. Est-ce que ce genre de système, on l'a aussi vécu sous Tshisekedi? Bon, en tout cas, nous... Est-ce qu'il y a eu un scandale de cette ampleur-là sous Tshisekedi? Sous Tshisekedi, je dis, c'est pratiquement la continuité de la philosophie Kabila. Nous sommes toujours dans cette école de Kabila. Pourquoi? Vous savez, hein, j'ai enquêté, j'écris un ouvrage, l'État au Congo, la criminalité du politique. Donc, le politique fait en sorte que nous puissions vivre ces nivellements par le bas. Ce que vous dites, crime, mais je vous ai parlé des crimes financiers audio, même surtout l'institution président de la République. L'institution président de la République a commis un crime. Des crimes, je dis des crimes. Parce que nous sommes dans une démocratie. Le président est irresponsable devant le Parlement. Encore une minute. Hein? Mais il revient au gouvernement, hein, de poser les actes de gestion. Mais j'étais surpris de voir le président de la République, là je parle d'une institution, hein, piloter les programmes 100 jours. Or, c'était le président de la République ou c'était le directeur de cabinet qui était... Mais je parle, c'est le président qui est... Le président, c'est une institution en RDC. Le président, c'est vous parlez de la présidence. Le président, c'est une institution. Le président, c'est une institution. Lorsqu'on parle de président, on ne voit pas M. Tshisekedi, on voit son institution. Qui a piloté le projet. Ouais. Je vois l'institution président de la République poser des actes de gouvernance. Maintenant, au retour, je me dis, nous avons 3 types de contrôles. Nous avons les contrôles politiques, les contrôles administratifs, les contrôles administratifs et les contrôles juste judiciaires. Mais s'il faut contrôler politiquement les actes de 100 jours, à qui juste on va se confier? Le parlementaire, le parlementaire, représentant du peuple, censé pratiquement contrôler la gestion quotidienne de la République, vont interpeller qui? Les gouvernements? Non. Merci beaucoup. On a connu juste aujourd'hui, avec cette... On a compris vos Donc, pour conclure, idées, je dirais, votre argumentaire. on continue encore dans cette logique-là prédatrice. À votre co-débatteur. À cette gestion-là sauvage. Il y a continuité. Il y a vraiment continuité. D'ailleurs, on vit encore une certaine accentuation hein, de ces phénomènes qui gangrènent notre société. Vous parlez même langage. M. Jean-Paul Kazamba a parlé de la situation qui empire. Vous dites que la situation est en train de s'accentuer. Mais vous avez suivi, donc, les mêmes arguments. Vidier Chumanga. Un exemple patent Merci beaucoup. de cette prédation. Maître Gédéon Kolela, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes un scientifique, un chercheur. Vous soutenez aussi le pouvoir en place. Oui, je suis le secrétaire général adjoint de la nouvelle classe libérale qui est partie sociétaire de l'Union sacrée. Voilà, je suis aussi le président
de conseil des sages du collectif des communicateurs de l'Union sacrée. Merci, Maître Gédéon Kolela. La question qui nous est posée ce matin, vous avez 5 minutes pour argumenter comme vos co-débatteurs. Kabila et Tshisekedi, la bataille de la corruption, comparaison. Bon, je pense que quelqu'un a dit la comparaison n'est pas égale à raison. Oui, mais elle est importante quand même. Oui, mais nous sommes dans un tournant décisif de l'histoire du Congo, où effectivement, il y a eu un président de la République qui s'appelait Kabila, comme vous voulez dire, qui a décrié pour la corruption en disant que les détournements et la corruption avaient atteint une proportion inquiétante à tous les niveaux et qu'il y avait effectivement une classe politique qui ont abusé de leur pouvoir pour se partager des avantages économiques faramineux. Là, vous parlez du rapport de Lozolo Bambi qui était conseillé. Et lui-même, Kabila a dit, c'est pas pour rien qu'il a dit qu'à un certain moment, que les portes de prison devraient être ouvertes. Ce n'était pas pour permettre que les prisonniers sortent, comme on a vu autrefois, mais c'était pour qu'on voie les gens y entrer. Il a même dit que la magistrature était corrompue. Le président Tshisekedi. Non, je parle de président Kabila, parce que vous parlez de comparaison. Alors, il y a eu plusieurs projets avec Joseph Kabila. Et l'objectif n'a jamais été atteint à cause de la mégestion, premièrement, par le pouvoir public caractérisé par le manque d'expertise, d'abord. Le pouvoir public oui. avait une main... Et le non-respect des engagements au niveau de partenaires locaux et internationaux. Les cas des contrats miniers. Vous savez que tous les contrats miniers ont été léonés. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique dont on parle qui a bénéficié de tout ce qui était comme les cordons de bourse de ces contrats miniers. Ils ont créé, mon ami qui est à droite, il est de Nouvel-Élan. C'est Mouzitou qui a introduit les contrats d'amodiation. Ces contrats d'amodiation, c'est Mouzitou. Les contrats de John Venture. John Venture, oui. Notamment avec la Sicomine oui, et l'État congolais. Donc, tout cet argent-là, regardez. Pour ne pas aller plus loin, savez-vous que les contrats chinois devraient construire 3500 km de route? 3500 km de route. Vous en connaissez une? Okay. Tous les contrats et il faudra aussi 3500 km de rails, chemin de fer. Vous en connaissez? C'est-à-dire qu'on pouvait quitter ici jusqu'au Goma. Ça, c'est dans les contrats que le gouvernement avait signés oui, avec les Chinois. D'ailleurs, ils ont violé la loi. Parce qu'en principe, c'est la GECAMIN qui devrait signer le contrat avec les investisseurs. C'est pour le redimensionnement de la société et l'amélioration de la responsabilité de l'efficacité d'un service de l'État à répondre aux besoins tels que les infrastructures. Vous voyez, mais ça n'a pas été le cas. Et vous savez, c'est lui qui a signé. Là, c'est le non-respect des engagements pris avec le gouvernement congolais. Mais regardez, en termes de corruption, pire encore, qui a signé ces contrats? C'est à son temps, c'est ce monsieur Kazamba, je le connais, il était du parti politique de Pierre Lumbi. Vous voyez, c'est Pierre Lumbi, et tant que conseiller spécial, en matière de sécurité, qui a signé ces contrats. Vous voyez, quelle violation flagrante de la loi. Ni le gouvernement, mais un conseiller. Un conseiller, c'est-à-dire que c'était un truc boutiqué, une affaire personnelle de la présidence. Ils n'ont pas parlé de ça. OK? Il faudra construire 150... Là, vous parlez de Kabila. Oui, il faudra construire 31 hôpitaux avec au moins 150 lits. Vous voyez? Et 150 centres de 145 centres de santé, c'est-à-dire dans tous les territoires. On devra avoir ça. 145 centres de santé. Et il faudra qu'il ait été évalué à 6 milliards de dollars. Et que certaines personnes ont embauché. Vous comprenez? Nous n'avons pas assisté
même à un jugement de pacotille, comme on vous dit là. Aujourd'hui, il vous parle qu'on a vu le procès des 100 jours. Mais dans leur temps, on a vu quel procès? Rien. Cet argent est parti. Tout est parti et comme ça. Comme ça. Pendant Donc, une minute. Une minute restante. Pardon? Une minute restante pour vous. Argumentaire. Mais écoutez. Sur les 5 que je vous ai donnés. Oui, écoutez. Donc, on peut parler peu, mais parler bien, plutôt que prendre beaucoup de temps et ne rien dire. Tout à fait. Je voudrais ici dire. D'être dans le temps. Je voudrais ici dire. Nous avons un problème lorsque le président Tshisekedi, dernièrement, il vous a parlé de cette justice qui crée encore la méfiance. C'est-à-dire que l'homme congolais, d'abord, a un problème qui n'est pas encore sorti dans les pivots des sous-développements de la mentalité. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes dans un tournant décisif de l'histoire du Congo. Où vous voyez un président qui vient, il trouve que les Congolais, pour lui, la corruption est devenue comme une seconde nature. Mais il engage le combat. Parce qu'aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a des dénonciations et il y a des procès. Maintenant, les amis, ils sont dans une confusion. Je ne connais pas un État au monde dont il y a 0 barème de corruption. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Il n'y a pas. Il ne faut pas confondre un État sans crime et l'État où les crimes sont commis et ils sont jugés et les victimes sont rétablies dans leurs droits. Voilà la différence avec Tshisekedi. Quand Tshisekedi vient, merci. Maître, je vais finir par là, s'il vous plaît. Son président, qui était ancien ministre, ancien premier ministre, il a mis toute une institution de contrôle sous les talons. IGF. Aujourd'hui, c'est grâce à IGF que nous voyons qu'il y a des assignations importantes. C'est-à-dire que le préalable majeur pour une croissance, c'est d'abord l'assainissement des finances publiques. C'est pas fini. Vous aurez encore la parole. Vous n'avez pas creusé un peu sur le président Tshisekedi. Il devait plus rester sous Kabila. Non, mais je vous ai dit que Tshisekedi, il y a la corruption. Donc certes, mais Tshisekedi a engagé un combat contre la corruption. D'accord, mais donc aujourd'hui, il y a des jugements. On parle juste un soupçon, sur les soupçons qu'on a parlé pour vider dont il parle. C'était un soupçon, il n'y a pas eu de détournement. Mais nous avons 32 millions qui a été payé par le Congo-Brazzaville jusqu'aujourd'hui, même pas une convocation. Merci beaucoup. Et le monsieur est là. Monsieur Deon est là. Monsieur Jean-Paul Kazamba, j'aimerais pas vous poser la question. J'aimerais juste que vous puissiez essayer de répondre à tout ce que votre co-débatteur a dit, notamment le non-respect des engagements dans les contrats signés par le gouvernement et les Chinois. Et toutes les formes de corruption que nous avons connues, aucun procès pendant 18 ans. Je voudrais d'abord répondre à la mise en face de moi que le code minier a été revisité sous Kabila. Si aujourd'hui nous parlons de l'argent qui remplit les caisses de l'État, c'est par rapport au code minier qui a été revisité par Kabila. C'était sous Kabila. Le contrat, aujourd'hui nous sommes en face d'un contrat gagnant-gagnant, raison de ce que vous voyez que notre vie est en train d'augmenter. Ce n'est pas l'IGF. Mais moi, je suis navré lorsque le monsieur dit que on n'a pas vu de procès sous Kabila, mais avec nous sommes en train de vivre des procès. Mais quel genre de ces procès on est en train de vivre, monsieur? Ce sont des procès spectacles bidons. C'est ça ce que nous appelons des parodies de justice. Quels sont les aboutissants du procès 100 jours? On nous a laissé à la maison des longueurs de journées pour suivre ces procès 100 jours. Qui est aujourd'hui en prison? Est-ce que l'argent a été détourné, oui ou non? Est-ce que c'est le problème de nous montrer des procès fallacieux ou qu'on voit des gens arrêtés et sanctionnés? Non, mais à part le procès 100 jours. Mais parce que personne n'est en prison. On voit aujourd'hui les gens qui sont arrêtés le matin et ressortent le soir. On a l'impression que vous êtes particulièrement sous le procès 100 jours. Or, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été condamnées pour corruption. En tout cas, à ma connaissance, je ne vois personne sous ce régime qui a détourné, dilapidé de l'argent et qui est condamné et qui est en prison. Je vois Etienne Longondo dehors. Ce sont des exemples patents. Je vois Bakonga dehors. Je vois tous les détenus de 100 jours dehors.
Mais Moïse Sauf que peut-être, m'a purgé sa peine. peut-être, ce que nous voyons en prison, ce sont les leaders d'opinion, comme Barnabé, comme Dikitenge et autres. Mais les tourneurs ne sont pas en prison. Ceux qui sont en prison, c'est ceux aujourd'hui, ce sont aussi ceux qui dénoncent le fait qu'il y a gabégie financière. L'exemple de Jean-Marc Abound. Seulement. Lorsque Jean-Marc Abound, qu'il y a des millions et des millions d'argent qui sortent, vous savez que ce pays est détruit. Mais il a été par ce incapable. genre de fanatisme. Des faut comportements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, laissez-moi tu à tes côtés. S'il vous plaît. Aujourd'hui, répondez à mes questions. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui détruit le Congo, c'est quoi? Lorsque on bascule, on part à l'union sacrée, c'est comme un purgatoire, on devient saint. Personne ne va plus vous juger. Mais vous ne voyez pas. Bakonga aujourd'hui est intouchable pour avoir créé Fatih Béton. C'est-à-dire que moi je dis que lorsqu'il parle par exemple qu'il y a eu un conseiller qui avait signé, mais le procès venait de le dire, c'est qu'ils avaient ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime semi-présidentiel où vous avez un président de la République, vous avez l'exécutif bicéphale, c'est vrai, mais c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Mais le projet de 100 jours a été fait sur base de quelle action? Sur le plan constitutionnel. Parce qu'en principe, c'est le chef de l'État qui donne l'impulsion, mais c'est le gouvernement qui gère au quotidien la chose publique. Donc, le vrai problème moi je pense qu'il ne fallait pas, quand l'autre il parle par exemple de qu'est-ce que Kabila construit, il y a des routes que Kabila a modernisées. Mais moi je pense, on va dormir ici. Au FCC, on a l'impression que vous semblez oublier les 18 années passées. On n'a pas vu cette volonté. Si aujourd'hui le peuple dans l'ensemble, cette volonté de changer la courbe. Est-ce que je peux parler, mon frère? De changer les choses. Est-ce que je peux parler? Notamment l'IGF. L'IGF aujourd'hui est en train de financières qui permettent. Ça, c'est du spectacle, mon cher frère. Des recettes de l'État. Vous avez vu déjà combien de gens que l'IGF a arrêté. L'IGF est en train de frapper à la porte de ceux qui trouvent gênant. Mais l'IGF a pour mission... Les résultats de la patrouille financière. Est-ce que vous me laissez le temps de m'exprimer? Oui, allez-y. L'IGF a pour mission le contrôle des finances publiques. Mais vous savez qu'il y a chaque année des dépassements budgétaires au niveau de la présence des publics. Que l'IGF doit aussi contrôler. L'IGF doit contrôler la présence de la République. Encore une minute. L'IGF doit contrôler toutes les entreprises publiques. Il ne le fait pas. L'IGF, il y a des potes qui le frappent, il y a des potes qui ne le frappent pas. Donc moi je crois que... Cette IGF est sélective. La justice dans son ensemble dans notre pays est sélective. Je vous dis que tout le monde des procès 100 jours sont dehors. Bakonga, qui avait détourné de la gratuité d'enseignement, est dehors. Mais je vois malheureusement le pauvre Jean-Marc Abound, qui était à l'Alliance avec eux, qui est aujourd'hui en prison, pour avoir dénoncé que les mêmes habitudes qu'on a connues sous Kabila, ce sont les mêmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Paul Kazamba. Un pays ne peut pas... La justice élève une nation. Moi, je peux vous dire une chose. D'accord, merci. Que les meilleurs tests sur le plan de la justice sous Tshisekedi étaient les procès de 100 jours, mais qui accouchaient d'une souris. D'accord. Mais professeur Iyeni, à vous entendre parler tous les trois, il n'y a pas de bons et de mauvais élèves. Vous savez que, apparemment, tout le monde est... C'est un problème national. Pas la peine de mettre ça sous la tête ou sous le dos de quelqu'un. Mouzito, notamment, aussi était Premier ministre. On a aussi connu certains problèmes liés à la corruption. Vous savez, c'est un problème national qu'il faut résoudre, pas jeter ça sur un individu. Oui, moi je ne parle pas d'un individu, mais je vois là juste ces comportements boulamatariens. Hein, ces comportements boulamatariens des acteurs politiques congolais. On a hérité pratiquement un appareil dont on ne maîtrise pas et on arrive au pouvoir. On arrive au pouvoir pour nous, juste c'est pour devenir des petits blancs. Voilà pourquoi on nous appelle, hein, lorsque vous arrivez au pouvoir, des Mindelendombe, des petits blancs. On veut reproduire cette vie-là d'opulence parce que c'est maintenant notre tour à nous de manger. C'est ces comportements que nous cessons de reproduire depuis 60 jusqu'à présent. Vous savez, j'étais écœuré quand le chef de l'État
dans une chaîne internationale, va légaliser, il dit la rétrocommission, va légaliser la rétrocommission. Là, c'est juste cette affirmation m'a directement renvoyé à l'institutionnalisation du reste. Donc, la corruption chez nous est institutionnalisée. C'est même un comportement aujourd'hui acceptable dans le chef de ce qui gouverne. Parce qu'on se dit, si vous ne corrompez pas, si vous ne détournez pas, on vous traite de tout, de lâche de tout. Donc, voilà, je me dis aujourd'hui, est-ce que la corruption ne peut-elle pas être comprise comme étant, comme j'ai posé la question, un fléau national, un fléau que nous devons tous, vous, en tant que scientifiques, tous intellectuels, que vous devriez peut-être réfléchir pour proposer, afin que nous puissions sortir de ce problème, au lieu peut-être de voir ceux qui sont, ceux qui commettent des bévues. Est-ce que vous pensez que celui qui viendra après Tshisekedi pourra résoudre ce problème aussi simplement? Un problème qui apparemment a mis des... qui ronge la société. Tout à fait. Bon, dire juste le régler simplement, non. Le régler simplement, non. Mais je pense que l'exécutif devrait en principe imprimer un comportement, devrait être un modèle. Parce qu'on a un problème de leadership. Vous savez, le leadership peut entraîner, peut pratiquement nous aider à réduire cette corruption. La corruption, c'est un fléau mondial, mais à des proportions différentes. Chez nous, elle est tellement élevée au point où elle freine notre développement. Aujourd'hui, on vit une sorte d'auto-fragilisation, d'auto-marginalisation. Pourquoi? Parce que les comportements patrimonialistes des acteurs politiques, des gouvernants, ne favorisent pas cette entreprise développementale de la RDC. C'est là où je me dis, on parle ici de l'IGF. Un bon exemple, l'IGF contrôle l'administratif. Mais quels en sont pratiquement les fruits? Qu'est-ce que nous avons récolté après l'IGF? Si Kabila avait laissé les portes ouvertes sans que quelqu'un n'y entre, mais aujourd'hui, ce qui entre, c'est avec la liberté provisoire. Vous entrez avec votre liberté provisoire en poche. On y entre aujourd'hui pour sortir demain. On a connu le récent cas, je disais à un ami, ce monsieur vient d'entrer pour sortir demain. Et l'ami m'a appelé, mais comment tu as su ça? Je dis, bon, ça c'est les comportements aujourd'hui de nos acteurs. Ce sont pratiquement une analyse symptomale. Un problème, un appareil judiciaire dont le chef de l'État lui a reconnu les faiblesses qu'il a proposé. Lorsqu'on est chef de l'État, nous parlons du chef de l'État. Il est le magistrat suprême. Il est le commandant suprême. Lorsque le magistrat suprême estime qu'il y a des incongruités, des irrégularités dans son appareil, qu'est-ce qu'il fait? Il procède aux réformes. 30 secondes. Il procède aux réformes. Ça fait 4 ans, aucune réforme sérieuse et fondamentale dans notre appareil judiciaire. J'ai dit aucune réforme fondamentale et sérieuse. Maintenant, vous voulez quelle justice? Cette justice inféodée au pouvoir politique. Lorsque vous organisez un tirage au sort dont le résultat sont connus d'avance, pensez-vous que vous aurez des résultats? Merci beaucoup. Lorsque cet appareil qui n'obéit, ce sont juste les héros de 100 jours qui ont été promis. Merci beaucoup. Et hier, quand ces héros-là ont trahi, les mêmes héros ont été chassés par un tirage de sort. Pratiquement pareil à ce qui s'est passé avec Paris Saint-Germain. Tout était connu d'avance. Merci beaucoup. Et avec la France. Professeur Edieni, Maître Gédéon Kolila. Voilà, la RDC, en 2018, selon la publication du rapport de l'indice des perceptions de la corruption 2021, de 2018, pardon, de Transparency International, la RDC était 161e au monde sur 180 pays. Mais en 2021, nous avons reculé de 8 places. Nous sommes partis de 161e place à 169e place au monde. Donc, ce sont des choses qui montrent que les choses quel recul de mal en pis. Quel crédit que vous donnez à cette agence qui a fait? Vous savez,
C'est comme ça que je vous dis, moi je m'oppose tout ce qui est comme la fragilité conceptuelle, où vous voyez les gens adhérer à tous les concepts qui nous pressent. Regardez, il y a des gens qui vous disent que nous sommes des tiers-mondes, n'est-ce pas? Et nous acceptons ça comme ça. Voilà pourquoi nous disons que l'éducation est capitale, que si, lorsque la conception plutôt entreprend les développements. Parce qu'on ne peut pas nous développer si nous n'allons pas poster un système éducatif. Mais surtout, les systèmes éducatifs qu'on a ici, international, nous qui sont reconnus mais mondialement. c'est ce que je disais. Vous savez, nous avons des professeurs, je déplore. Tous les pays du monde. Non, mais écoutez, mais je vous dis, les gens qui ont parlé, qui ont dit que nous sommes tiers-monde, ok? Mais qui se sont développés avec notre richesse. Et nous acceptons. C'est que j'ai dit qu'il y a un problème de la faiblesse des cerveaux. Moi, je ne peux pas aujourd'hui accepter à mon niveau ici tout ce que le blanc dit et que c'est vrai. Alors, il faut aussi accepter il faut aussi accepter que... C'est international. Non, j'ai dit... Non, mais accepter aussi. J'ai vu un cow-boy qui est auxiliaire de l'administration internationale reconnaître que M23, c'est une armée moderne. Alors, donc, vous avez vu une armée moderne, mais qui a été définie comme terroriste. Ce sont des terroristes qu'on reconnaît comme une armée, parce qu'il s'agit de l'Afrique. Vous allez aussi accepter ça? Donc, je pense que nous devons faire preuve de quoi? De l'intellectualisme dont nous parlons. On ne doit pas être intellectuel et adhérer à tout ce qui vient de l'Europe. Même quand on est en train de vous fouler aux pieds, vous acceptez. Non, mais écoutez, c'est pas vrai ça. Si c'est en faveur d'un pouvoir, on va accepter. Si non, moi, ce n'est pas le problème des faveurs. Mais il y a une agence qui vient de proclamer Tshisekedi comme un personnage politique extraordinaire qui est plus que Trump. Est-ce que j'ai fait ce crédit-là? Je peux vous lire. Je vais vous lire ça. Alors, il n'y a pas de problème. Tout ça, ça dépend de celui qui a fait cette étude. Avec quelle idée? Vous comprenez? Bon, maintenant, vous vous êtes rendu compte que les amis ne m'ont pas rencontré. Ils ne m'ont pas rencontré. Ici, j'ai dénoncé les choses des régimes passés, dont on n'a pas vu les procès. Ils ne m'ont pas rencontré pour dire non, il y a eu tel procès. Et qu'on devrait effectivement avoir les routes, on devrait avoir des centres de santé qu'on n'a pas eu. Tel que prévu dans le contrat. Tel que prévu dans les contrats. Et il veut me dire, vous savez, le mal des Congolais, c'est qu'ils retiennent tout ce qu'ils entendent. On vous parle des avancées significatives du code minier. Alors que ce code minier n'a rien amené comme innovation. Aucune innovation dans le Commençons d'abord, oui. Vous savez, les codes miniers de 2002, ce code minier a supprimé les régimes conventionnels par dérogation. Alors, c'est sur base de ces régimes qui a été supprimé qu'on a signé des contrats. C'est pourquoi on a appelé les contrats léonais. C'est-à-dire que ça a violé la loi. Mais il veut vous dire ici que non, voilà ce que... Donc, c'est pour ça que, vous voyez, les gens retiennent. Il vous parle ici des codes miniers. Demande-lui. Quelle est la lancée novatrice de ce code? Il ne vous dira pas. Qu'est-ce qu'il y a comme la lancée novatrice? C'est juste que la participation de l'État congolais, qui était à 5%, aujourd'hui c'est à 10%, c'est tout. Comprenez? Les taxes qu'on vous dit ici, c'est les mêmes taxes, j'en ai ici. Donc, toutes ces taxes, je peux citer parce qu'on n'a pas le temps. Vous allez voir que il y a l'impôt sur les rémunérations des nationaux et des étrangers, 29%. C'est resté 29%. Vous avez la redevance minière, donc qui est à 23%. Alors que quand vous comparez avec les codes miniers de l'Afrique du Sud, mais c'est énorme, il n'y a même pas match. Alors, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a un problème de manque d'expertise. Quels sont ces gens-là qui se sont mis tout autour pour concevoir? Parce que le premier code minier, c'est nous qui l'avons fait, le cabinet de Mukendi Wafon, qui est mon maître Pépé Arsenal. Donc je vous parle des choses que je maîtrise.
Et aussi le problème qu'on vous parle aujourd'hui. Lorsqu'on parle de lancée novatrice des codes miniers, c'est-à-dire qu'on doit remarquer l'engouement, on doit remarquer les investisseurs. C'est-à-dire que ces codes devraient être accompagnés d'un code d'investissement. Et ces codes d'investissement devraient permettre à ce qu'on arrive à transformer les permis des recherches au permis d'exploitation. Alors que Mobutu a laissé 30 permis d'exploitation. Et c'est le même nombre de permis d'exploitation qui restent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saucissonné des permis pour donner à Dan Gettler. Ils ont organisé les mafias. Ils veulent vous dire aujourd'hui que non, voilà, et lancer novatrice. Je voudrais, vous m'avez promis ça, qu'il y ait un débat élaboré, qu'on parle des codes miniers, on parle des lancées novatrices de ces codes miniers, et vous comparez même les codes miniers de 67 avec ces codes miniers bidons ici. Donc Kabila avait fait comme élément de négociation pour se maintenir au pouvoir. Mais, depuis que vous devriez normalement changer tout en ayant constaté ces irrégularités, vous pouviez aussi changer. Non, mais écoutez, est-ce que vous avez assisté au débat de Marie Le Pen avec Macron? Macron a dit quelque chose. Madame, vous savez que dans 5 ans, on ne peut pas tout changer. Dans 5 ans, on ne peut pas tout changer. Donc, même quand mes co-débatteurs disent, vous pouvez arriver aujourd'hui, parce qu'on parle de réformes au niveau de la justice. Le président Tshisekedi a procédé à de nouvelles nominations. Aujourd'hui, il y a les tests qu'on a fait. Dans l'appareil judiciaire. Et vous savez, dans l'appareil judiciaire, vous ne pouvez pas faire une table rase. Parce que même les gens qui ont fait les textes aujourd'hui, quand ils viendront, ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez la possibilité de travailler à tous les niveaux des cours. 1030. Cours d'appel, cours de cassation et consorts. Non, il faut avoir une certaine expérience. C'est pour ça que le changement pour le développement social, c'est un processus. Donc, c'est une transformation profonde et durable, observable dans le temps. Donc, sur les 10 ans, c'est carrément impossible. Donc, non, 10 ans, je vous dis, mais aujourd'hui, il faut dire que les amis sont en train de... Écoutez, on a parlé de Bakonga qui est sorti. Mais attends, oui, les amis, vous avez bien fait de me relancer. Tout ça. Les amis sont dans les confusions. Ce cas, quand même, je vais vous dire une chose. On ne sait pas les comprendre. Hein? Non, donc ici, je suis d'accord qu'il est vrai que la justice dans l'architecture institutionnelle du pays est pour renforcer la gouvernance des institutions de l'État. Mais la justice n'est pas un état de droit. Parce que la liberté, c'est un principe. Terminé. Lorsqu'on vous parle de libération conditionnelle, est-ce que ce n'est pas les règles de droit qui organisent ça? Lorsqu'on vous parle de la liberté provisoire. Mais maintenant, écoutez la différence. La différence, c'est qu'aujourd'hui, quand bien même il y avait ce procès-là, il y avait déjà 270 quelques maisons qui étaient construites. D'accord. Oui, qui se trouvent au Kantiati, on peut aller. Et aujourd'hui, ces maisons sont en train d'être construites. Merci. Et l'autre a été relâché et pour qu'il continue. Maintenant, là, on prépare que s'il n'a pas fait, on verra. Mais ce n'est pas comme on a tourné la page, on n'a pas les 145 centres de santé. On a compris votre argumentaire, maître Gédéon Kolela. On va prendre le deuxième sujet. On va lancer le deuxième sujet. Parce qu'on a traversé la moitié de l'émission. Sujet numéro 2, Félix Tshisekedi vers la réforme de l'armée, c'est toujours en attente. L'actualité en images. Les forces armées de la RDC face aux agressions dont le pays est victime nécessitent une profonde réforme. Et c'est dans ce cadre que l'Assemblée nationale venait de voter la loi de la programmation militaire qui, à ce jour, n'attend que la promulgation du chef de l'État. Selon l'esprit et la lettre de cette loi, un impact budgétaire important accompagnera les activités militaires pour permettre au FARDC l'acquisition des équipements militaires de la dernière génération pour faire face aux attaques extérieures. Donc la promulgation de cette loi de programmation militaire par le chef de l'État est assez attendue parce que le budget de l'armée va conséquemment augmenter. Monsieur Kazamba, Jean-Paul Kazamba, la question sur notamment la réforme de l'armée. La question de la réforme, quand on parle de réforme de l'armée, c'est quand même assez technique. Quand on parle de réforme de l'armée, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Quels sont
et départements qui doivent particulièrement être touchés pour que cette armée soit beaucoup Je vais revenir à votre préoccupation. Je voudrais d'abord répondre à Maître Gédéon que dans des temps normaux, un gouvernement est jugé 100 jours après. Lorsqu'il demande, par exemple, que Tshisekedi ne peut pas faire quelque chose en 5 ans, je ne sais pas, il va le faire en combien de temps? Parce que la durée de mandat du président de la République est de 5 ans. Pendant les 5 ans, vous avez un projet, vous avez... Non, personne n'aura tout fait dans ce monde. Je crois que chaque gouvernant, chaque acteur politique, lorsqu'il vient au pouvoir, il a un programme, il a un projet. Dans notre pays, le mandat est de 5 ans. Lorsqu'on ne sait rien faire pendant 4 ans, on ne sait rien faire. Lorsqu'on ne sait faire rien pendant 4 ans, on ne fera rien pendant 10 ans. Quelqu'un qui ne sait faire quelque chose à un jour ne le fera pas dans un mois. Ici, nous sommes en face déjà, nous sommes dans un reculade. En sciences politiques, nous disons, messieurs, dames, rencontre-moi sur les contrats que tu as soulevés. Laissez-moi parler. Ouais. Nous sommes en face des opérateurs politiques, des jouisseurs. Le code minier, par exemple, tout ça. Allez-y. Je voudrais d'abord un peu... Excusez-moi. Pas de problème. Nous sommes en face des jouisseurs. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas été préparés pour gouverner. Des pleurnichards. Comment le professeur venait de dire? Il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Comment un magistrat suprême peut dire que notre armée est gangrénée par des corrompus et des corrupteurs? Mais lui, le magistrat, quel est son rôle? C'est une situation qu'il a trouvée, qu'il est en train de combattre ça progressivement. Il est en train de rien combattre parce qu'il ne comprend rien. Il ne sait pas saisir le taureau par les cornes. C'est ça le vrai problème. Nous sommes en face, permettez, mesdames, je vais le dire, je ne vais pas tourner ma langue. Nous sommes en face des gens qui ne savent pas quoi faire aujourd'hui. C'est ça le problème du Congo. Comment vous pouvez imaginer, monsieur Dan, vous savez que c'est à la Rome antique qu'il y avait ce qu'on appelait l'outrage au chef de l'État, qu'on appelait le crime de lèse-majesté. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas parler du mal du prince, ou on ne pouvait pas parler du mal du gouvernement de l'époque. Mais beaucoup de personnes ont été arrêtées sous Kabila. Laissez-moi condamner non, monsieur Dan. Allez-y. Aujourd'hui, on ne va pas copier Kabila pour dire que Kabila est devenu modèle de l'IDPS. L'IDPS a parlé pendant 32 ans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comparer Kabila à Tshisekedi, c'est distraire tout un peuple, ou même insulter l'histoire de l'IDPS, Tshisekedi Etienne. Vous savez qu'à l'époque, à la Rome antique, on avait des rois fous au vrai sens du terme. Comme Caligula, comme Néron, comme Claudio, des fous. Alors, avec ces rois, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait faire des peines, des peines comme crime de lèse-majesté pour ne pas inciter les chefs, parce que le chef, c'est-à-dire qu'il a des incompétences, il a une médiocrité en lui. Alors, lorsqu'on les cite, on l'arrête. Là-bas, ce n'était pas un délit, mais c'était un crime. Mais lorsque des rois sérieux étaient venus, ils avaient aboli ces lois des crimes de lèse-majesté. Merci. Parce qu'ils étaient sages, pour qu'ils ne voyaient pas en quoi les peuples pouvaient les reprocher. La réforme de ils avaient dit que je demande au peuple, je demande au procureur, que si quelqu'un critique le gouvernement, qu'il soit pardonné. Très bien. Mais aujourd'hui, on voit un procureur de la République, procureur près la Cour de cassation, venir dire qu'est-ce qu'on ne peut pas durcir la peine de l'outrage au chef de l'État. Alors qu'aujourd'hui, mon cher frère, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons par exemple ce qu'on appelle la délinquance juvénile, ce que vous appelez le koulouna. Ce sont parfois des thèmes qu'il fallait durcir. Mais lorsque vous avez un procureur de la République qui vient vous n'avez pas abordé la deuxième thématique. L'intérêt d'un individu, vous allez épuiser votre temps d'antenne. La deuxième thématique. Vous pouvez parler pour l'armée. On parle de la réforme de l'armée. Toujours en attente. Mon cher frère. D'abord, la question de la réforme, c'est une question assez technique quand on parle de réforme de l'armée. Mon cher frère. On doit viser quoi exactement? Mon cher frère, lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait félicité son prédécesseur que l'armée qu'il a trouvée était une armée républicaine, une armée structurée, modernisée. Après, il a dit que c'était une armée infiltrée. Mais laissez-moi parler, mon frère. Laissez-moi dans. Allez-y. Il a trouvé que notre armée occupait la 8e place. Aujourd'hui, notre armée est au recul et occupe aujourd'hui la 11e place. Encore une minute. Pour réformer une armée, il faut un timing. On ne va pas fermer une armée à une année qui nous reste. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Est-ce que réformer l'armée, quand vous prenez par exemple un chef d'état-major qui était votre aide de camp, vous le mettez chef d'état-major général, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans une période très critique
où notre pays est sous l'occupation du Rwanda. Mais lorsque on vous nomme, par exemple, le chef d'état-major général, mais ça, c'est une fonction que vous devez à méditer. C'est pas qu'on va vous voir à la télévision ou dans des réseaux sociaux en train de savourer des champagnes avec vos épouses. Qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, nous sommes en face d'une armée qui a reculé par rapport à l'armée que Kabila avait laissée. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'armée, Jean-Paul Kazamba. Mon cher frère Dan. Mon cher frère Dan. Mon cher frère Dan. Malheureusement. J'ai été rencontré un village ce matin. Merci beaucoup. Qui me dit que je te vois souvent passer à la télévision. Merci. Va dire à notre place qu'aujourd'hui, nous achetons des tennis. Nous achetons nos chaussures ici à 30 000 francs, les tennis à 60 000 francs. Merci beaucoup. Ça fait 90 000 francs congolais. Donc l'armée aujourd'hui a été détruite par ces gens ici. Merci beaucoup. Ils l'ont détruite par rapport au niveau qu'il avait laissé. Les matos qui combattent à l'Est, ce sont les matos achetés par Kabila. Et ils n'ont acheté aucune munition tels qu'ils sont là. Même pas de tennis, même pas de chaussures. Je vous donne la parole. Nous parlons de la réforme. Malheureusement, vous avez critiqué le pouvoir, la nomination, tout ça. Mais la question de la réforme, la réforme de l'armée dont on parle dans ce sujet, je ne sais pas, je sais que vous avez peut-être des arguments pour critiquer le gouvernement, mais en fait, quand on parle de réforme à votre niveau, si vous n'êtes pas technicien, vous n'êtes pas militaire, quel département, qu'est-ce qu'il faut nécessairement faire? Bon, en fait, je pense que c'est une question cruciale. Je dirais ceci. Je vais un peu juste choquer plus d'un. Depuis 60 jusqu'à présent, le Congo n'a jamais une armée. Depuis 60? Depuis 60 jusqu'à présent. Je vais vous expliquer. Vous savez, vous lisez juste Mobutu d'unité pour l'Afrique. Mobutu dit, quand Lumumba me nomme comme commandant de l'armée, c'était une tâche difficile. Je me dis, c'est un piège. Pourquoi? Je devrais construire une armée sur fond de la mutinerie, une armée de mi-temps. Et d'ailleurs, il a été même conseillé par un colonel de la Monique à l'époque de supprimer carrément de cette armée-là et de mettre en place une nouvelle armée. Mobutu arrive en 65, il construit son armée sur fond de rébellion, qui sont Katangais, Kassayen, Gwenye, province orientale, Moulele. Il construit cette armée-là. Kabila, le père, arrive, c'est sur fond, sur les décombres pratiquement de FASA, Force armée zaïroise, et les Kadogo, Kabila le père, qu'il va construire son armée. Kabila le fils, c'est sur fond de MLC, Kamel, RCD Kamel, MLC, que l'on a cette armée des infiltrés des brassages c'est cette armée-là que nous avons. On a connu des points, certes, parce que Mobutu a créé des unités très bien formées, et ces unités-là ont eu à réaliser des points ça et là. C'est ça, ce n'était pas l'armée congolaise. Il faut bien lire l'histoire de l'armée congolaise. Aujourd'hui, j'ai dit c'était des unités. Mais l'armée, c'est un corps. C'est un corps où règne la discipline. La discipline en elle-même, juste, je dirais, le point fondamental. Le point même basique d'une armée. Réformer, c'est juste anticiper, prévenir et maintenir la paix. Anticiper. Aujourd'hui, vous savez pourquoi la Russie fait la guerre à l'Ukraine? C'est parce que la Russie est en train d'anticiper une imminence. En anticipant, la Russie fait la guerre à l'Ukraine. Aujourd'hui, nous vivons pratiquement une réconfiguration de notre espace géopolitique. Et nous vivons aussi la réconfiguration de la menace. Après la perestroïka, après la deuxième guerre mondiale, on a connu la perestroïka. On a connu par exemple la guerre froide. Après la guerre froide, les États-Unis, on est entré dans le monopole juste américain. Aujourd'hui, le monde redevient multipolaire. Pour les États-Unis, il y a maintenant changement de ton. Changement de ton, et on doit réorienter nos intérêts en Afrique centrale, qui demeure encore cet état-là. Laissez-moi vous dire vassal par rapport aux autres. Maintenant, la menace se change de camp. Vous avez les accords d'Arusha, vous avez juste, il y a, ce qui s'est passé au Rwanda.
les génocides rwandais, juste qui va entraîner un certain, je dirais, réconfiguration de la menace, non seulement de la géopolitique, parce que l'Angola, qui était un pays pratiquement communiste, devient capitaliste. Quelques pays qui constituaient une menace pour les États-Unis devient aujourd'hui des États pro-américains. Et pour les États-Unis, le Congo n'est plus cette priorité. Et on devrait juste repenser notre armée par rapport à cette menace. Et jusqu'à la preuve du contraire. L'armée doit être repensée autrement. J'ai dit repenser. J'ai dit repenser. Voilà pourquoi il faut faire les table rase. réformes, non, on ne peut pas faire table rase en parlant de l'armée, non. J'ai dit, il nous faut maintenant des réformes sérieuses. Ces réformes passent par... L'ami a parlé de la loi militaire de programmation, de la loi de programmation militaire. C'est une loi que moi, je dis toujours, il nous faut cette loi-là, qui n'est pas encore promulguée. Il nous faut cette loi-là, parce que cette loi nous permet de redéfinir la politique militaire. D'accord. Il nous faut, même en termes de régions militaires, on ne doit plus continuer dans l'ancien rythme de Mobutu, Kabila et aujourd'hui. Non, la menace, hier le Rwanda et l'Ouganda ne constituent pas pratiquement de menace pour nous. Parce que le Congo a eu, dans son histoire, rappelons qu'en 1925, le Rwanda et l'Ouganda ont été annexés à la RDC. Et sous Mobutu était pratiquement le parent de ces États-là. Pourquoi? Parce que les Américains étaient derrière Mobutu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ces États-là, ayant signé des pactes avec le multinational, avec pratiquement des lobbies juifs, constituent une menace pour nous. La France, un élément, s'il vous plaît, juste la France, un élément aussi qui intervient dans cette aventure. La France aujourd'hui doit accepter Rwanda, parce que la France doit payer les génocides. Pour la France, payer les génocides signifierait laisser au Rwandais une partie du Congo. C'est une menace. Nous devons juste, même sur le plan international et sous-régional, opérer des réformes à la taille de notre menace. Et menace interne. Moi, je dis ceci. Merci. On doit juste recruter. Merci beaucoup, professeur. S'il vous plaît. Ça, c'est vraiment important. Vous allez grignoter dans un temps. Maintenant, en interne. Non, je vais revenir vers vous. C'est pas un problème. Je reviens vers vous pour finir. On a encore assez de temps. D'accord. Parce que vous avez des belles idées. Vous allez certainement ajouter. Maître Gédéon Kolila, on parle de la réforme de l'armée. Votre co-débatteur tantôt a développé un discours qui dit la menace a changé, donc il faut reconfigurer l'armée et changer la donne. Cette armée dont on parle, la réforme, on en a toujours parlé. Il faut réformer. Les années passent, comment dire, il n'y a pas de changement profond. Qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est vrai que vous n'êtes pas technicien militaire. C'est vrai, vous n'êtes pas technicien militaire. Mais lorsqu'on est chercheur, on doit avoir quand même les notions. Quelles notions? Voilà. Donc, de la vie, c'est tout à fait normal. Voilà. Mais avant d'y arriver, ça c'est une question très importante qui est liée à la sécurité du pays. Et c'est même ça la politique, en fait. Il faut dire, mais je voudrais d'abord dire à M. Kazamba, il doit se comporter à la hauteur de bagage intellectuel qu'il a. Il ne faut pas être corrompu d'entendement, privé de la vérité, s'il vous plaît, maître Gédéon Kolila, pour comprendre que les choses que vous voulez entendre. S'il vous plaît. Non, je voudrais le dire. Il faut avoir... Il peut peut-être aussi se sentir... non, mais il a utilisé les termes... Donc, il a parlé des termes avec beaucoup de légèreté ici. Traiter le président... Donc, toi, tu fais la pause débat, monsieur. Vous comprenez? Tu dois faire la pause débat dans cette émission. Je voudrais lui dire ici. Maître Gédéon, pardon, allez juste à l'essentiel. D'abord, ça fait 18 ans. Hein? Vous savez, l'État congolais, pendant 18 ans, il payait donc 530 000 fonctionnaires, alors que ces fonctionnaires-là sont au nombre de 853. Vous comprenez? 800. Donc oui, donc c'est-à-dire que nous avons eu 853 000 fictifs. Mais l'argent sortait pendant 18 ans. Et aujourd'hui, grâce à Tshisekedi, on trouve qu'au niveau de Kinshasa, au lieu de 480 000 fonctionnaires,
Donc, les fonctionnaires sont au nombre de 73 000. Et vous allez dire qu'il n'y a pas de réforme. Vous comprenez qu'un travail qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que la lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement question d'arrêter les gens. Ça, c'est très important. Et au niveau national, on était dans 1 million quelques. Aujourd'hui, on est qu'à 630 000. Et surtout cet argent ici, c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, le fonctionnaire qui touchait 125 000, il touche aujourd'hui carrément 300 et quelques mille francs. Donc, ce sont des choses palpables. Vous savez, quand on vient dans un débat, il faut être honnête. Donc, faire l'opposition, ce n'est pas donc rejeter tout en bloc. C'est pour ça que moi, je dis, vous devez permettre que nous puissions faire les débats d'idées. Parce que les gens, quand ils viennent, ils n'ont pas les fondements idéologiques. Ils n'ont pas la doctrine même de cette ligne politique. Ils n'ont rien. À part tout ce qu'ils racontent. C'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. Tu es à l'union sacrée parce que tu as suivi une idéologie. Défendre. Regardez. Maintenant, vous posez la question. Des réformes au sein de l'armée. D'abord, il faut avoir la lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire. Il vous a dit, effectivement, on n'a jamais construit l'armée congolaise, purement congolaise. Les Belges, quand ils avaient l'armée, quand ils nous ont quittés, aucun colonel qui était congolais. Et vous pouvez vérifier. C'est-à-dire, quand ce qu'il dit là, c'était la difficulté qu'avait Mobutu. Et cette armée était des tueries, donc vous voyez, il y avait un problème. Et Mobutu lui-même n'a jamais eu le temps de construire une armée. Nous avons connu les bérets verts là, qui étaient pratiquement les Ngwandi. Vous voyez, nous avons eu des problèmes. Lorsque Mobutu a quitté, c'était les immigrés clandestins qui sont venus au nom de l'AFDEL, que Mouzé a dit, c'était un conglomérat des aventuriers. Et ces aventuriers, on a vu qu'ils ont géré l'armée. Ce qui était à la tête de cette armée, James Kabarebe. Et Joseph Kabila est venu concrétiser le plan du Rwanda en nommant les étrangers. Vous avez Bosco Tanganda, vous avez les Makenga, vous avez tous ces généraux qui nous créent des problèmes aujourd'hui. RCD, qui était devenu CNDP, qu'on a intégré parce que nous avons un problème sérieux. CNDP, c'est M23. Donc, oui, après c'est M23. Donc, c'est ça les œuvres que ces gens nous ont amenées. Les œuvres des ténèbres éclairées. C'est un problème sérieux aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, ils nous ont même invité un serpent qui est en train de mordre les Congolais, qui est la MONUSCO. Ce sont eux qui l'ont invité. Incapables de protéger la population civile. Vous voyez les morts. La MONUSCO est arrivée en 1999, avant Joseph Kabila. Non, ce sont eux qui ont appelé la MONUSCO. Vérifiez, vous avez dit. C'est sur notre invitation. Ce n'était pas au temps de Mobutu. Regardez. Maintenant, le problème qu'on a ici, qu'est-ce que le général Mayele dit? Réforme au sein de l'armée. Le général Mayele dit ceci. Si une armée n'arrive pas à sécuriser le territoire national, c'est que les criminels sont au sein de cette armée-là. Voilà pourquoi pendant 20 quelques années, depuis que Mouzé est venu, l'Est du Congo est toujours en insécurité chronique. Et ça ne s'arrête pas. Oui, ça ne s'arrête pas. Le pouvoir de Kinshasa, complice, il a signé que des accords. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut saluer. Parce que Tshisekedi a dit qu'il va construire une armée 100% congolaise. Ok. Vous voyez? Alors, avant de construire cette armée, il faut commencer par purifier. 1 minute, maître. Il faut commencer par purifier. 1 minute. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Parce que, normalement, il faut apporter les réformes prioritaires. Ou encore, il faut dire qu'il y a des réformes prioritaires qu'il faut engager. Notamment la loi dont vous êtes en train de parler. Programmation militaire. Donc, cette loi permet que l'armée devienne une armée du développement. C'est-à-dire que l'armée doit contribuer même au développement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une armée qui est au service du peuple, pas une armée politisée. Où on a vu les généraux qui sont nommés par Joseph Kabila, demain ou après-demain, ils sont au Rwanda financés.
Donc, et c'est cette armée. On vous dit que non, on a trouvé une armée. Vous savez, Tshisekedi, c'est un politique. Il ne peut pas aujourd'hui arriver et il compte sur cette armée-là. Il doit commencer par faire confiance et qu'il commence directement à critiquer cette armée. Merci. Mais pourquoi on dit qu'on était, si c'est 6e, j'explique, je vais finir par là. Les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on parle de la puissance de l'armée, d'abord c'est le nombre. Les nombres, il y a l'armement. D'accord. Et vous savez que nous sommes dans l'embargo. Et il faut aussi ajouter le professionnalisme. Et maintenant, il y a des gens qui sont démobilisés. Il nous reste... Et ces nombres-là de démobilisés sont maintenant à un nombre-là, je pense 100 000 ou quelque chose. Ce qui fait qu'on peut classer cette armée, pas comme avant, mais par rapport à ces nombres de démobilisés. D'accord. Monsieur Jean-Paul Kazamba, il nous reste 8 minutes. Vous allez prendre 2 minutes 30, 2030 pour que nous puissions aussi mettre fin à l'émission. Merci, Dan. Moi, je souscris à faux de dire que dans notre pays, on n'a jamais eu une armée. On avait une armée dans ces pays, c'est vrai, au crépuscule du pouvoir de Mobutu. L'indépendance. Non, je parle sous Mobutu, on avait une armée qui a combattu aussi, qui a fait des exploits au Tchad, en Angola et partout ailleurs. Laissez-moi soit quand même, non, soit tolérant, soit discipliné, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis discipliné. Ça, c'est vous avez aussi intervenu quand je parlais, c'est un échange. S'il vous plaît. On a eu une armée qui a fait ses preuves dans ces pays, l'armée zaïroise. Mais c'est vrai, au crépuscule du pouvoir de Mobutu, il avait négligé la force combattante pour se constituer ce qu'il appelait la DSP. C'est-à-dire lorsqu'on devait voir un militaire avec une tenue la nef, c'était de la DSP. Et toutes les forces là combattantes qui étaient les camps Seta, les camps Lubunga formés par des Chinois étaient négligées. Mais au début, il y avait quand même une armée. Vous vous souvenez, lorsque vous parlez par exemple il y avait quand même une armée. On avait une force de dissuasion. Béret rouge, une unité de l'armée. Évidemment, ça fait partie de l'armée congolaise. Une unité. Qui fait partie de l'armée congolaise, monsieur, mon frère. On devait parler d'une unité sans pourtant parler de l'armée. Donc on avait une armée, mais qui finalement était négligée au fur et à mesure, je dirais, au soir du pouvoir de Mobutu. Et quand le maître Gelo parle des rois, vous savez que lorsque Kabila est arrivé au pouvoir, il a trouvé que les pays étaient divisés par 4. On avait les RCD, on avait les MLC. Alors il fallait faire brassage de l'armée. Ça, c'est le prix du brassage. Aujourd'hui, celui qui est le gouverneur au Nord Kivu, Luboya, il était du MLC. Ndimi qui est à l'Ituri, il était du RCD. Ils sont là avec Tshisekedi. C'est-à-dire que dans cette armée, il y a eu brassage. C'est pas que Kabila qui les avait pris de bonnes guerres, mais c'était ça le prix à payer pour la réunification du Congo. Mais lorsqu'il parle de la MONUSCO, mais Tshisekedi aujourd'hui nous a amené des Kenyans, aujourd'hui Tshisekedi nous a amené des Burundais, aujourd'hui Tshisekedi nous a amené des Ougandais, qui sont aujourd'hui, en fait, comment Satan peut-il chasser Satan? Comment tu peux croire à un Ougandais qui peut chasser un Ougandais qui est au Congo démocratique? Vous savez qu'aujourd'hui, monsieur Dan, le Kenya que Tshisekedi a fait venir est une force tampon. Ça veut dire qu'il demande à nos militaires d'être à gauche et on mettra d'être à droite et de négocier. Mais ces Kenyans, ces militaires kenyans-là, les moins gradés, est payé par notre gouvernement à 1500 $ américains. Merci beaucoup. Par mois, alors que les nôtres. Monsieur Gédéon Collé, merci beaucoup. Je n'ai pas fait 2 minutes, Dan. Vous avez fait 2 minutes. Je n'ai pas fait 2 minutes. Je voudrais citer. Je voudrais citer. Vous savez que sous Kabila, les militaires avaient 160 000 francs congolais. 60 000 francs congolais à l'époque représentaient à peu près 150 $ américains. Si vous regardez le prix du marché aujourd'hui, les militaires congolais touchent, les moins gradés, touchent 210 000 francs congolais. Si vous regardez les 100 $, que les militaires touchaient hier et les 100 $ d'aujourd'hui, mais c'est le ciel à la terre. Parce que regardez le prix du d'arrêt sur les marchés. Pour finir. Bon, juste 2 minutes 30. On doit reconnaître que Kabila a laissé une tâche très difficile à Tshisekedi parce que Kabila a favorisé pratiquement tout ce que nous vivons ici. Moi, je dirais. C'est le prix de l'unité nationale. Encore le prix de l'unité nationale, moi, je dirais, quand il nommait ces étrangers, notre frère africain ici, il a paralysé vraiment cet appareil parce que apparemment, il n'a pas travaillé pour le renforcement de notre armée.
Parce que parler de quoi de l'armée, de réforme, c'est parler pratiquement c'est renforcer les contrôles démocratiques des forces de sécurité, c'est renforcer juste la professionnalisation de l'armée, c'est juste renforcer les compétences et la coopération régionale et internationale. Mais on sait que aujourd'hui, quand le régime aujourd'hui juste fait voter la loi de programmation militaire, j'ai dit on sent sur ces points. Il y a une certaine volonté. Et on dit, c'est là où moi je me disais toujours, au-delà de tout, on a besoin d'un Congolais, réellement de père et de mère, pour nous aider un peu. Réellement. Je dis réellement de père et de mère, pas nos frères africains. Pas nos frères africains, hein, nos frères africains comme James Kabarebe qui était ici, qui était ici. Le Congo a été détruit par des Congolais profs. Non, pas, non, Ça, ce sont des débats révolus. Mais non, nos frères africains, le Congo est détruit par des Congolais. S'il vous plaît. On peut pas si on nous dans ce débat de nationalité, des frères africains, vous avez tellement infiltré au point où on ne sait même pas au niveau de la présence, il n'y a pas. Au niveau de la présence, il n'y a pas. Oui, ça c'est juste. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, au niveau de la présence, jusqu'à la preuve du contraire. Au niveau de la magistrature, cet appareil est infiltré. Aujourd'hui, le Congo est infiltré du sommet en bas. Jusqu'à présent, le Congo est infiltré du sommet en bas. Et l'œuvre. Les mal congolais, c'est congolais lui-même. Les mal congolais, c'est les congolais. S'il vous plaît, l'œuvre du je pense qu'il nous faut des réformes. Terminé. Comme je disais, en fonction pratiquement de la réconfiguration géopolitique de notre espace. Mais au-delà de cela, on doit penser à augmenter la quotité budgétaire de l'armée pour l'achat de matériel, comme nous, du Nouvel Élan, on a toujours proposé la formation, le recrutement, parce que avec la modicité de salaire actuel, ça ne marche pas, parce qu'il y a aussi cacophonie entre armée, police et services de sécurité que l'on doit renforcer, parce que une armée vaut ce que représente pratiquement ce que vaut ces services d'intelligence. On doit aussi renforcer nos services d'intelligence pour aller de l'avant. Merci beaucoup. 2 minutes pour finir, M. Dankolela. Ok, Monsieur Dan, je pense que aujourd'hui, il faut reconnaître les efforts que ce gouvernement a fait. D'abord, du fait de ramener le budget qui était à moins de 5 milliards et ramener à 14 milliards. C'est-à-dire que les préalables majeurs de la croissance reste en dernier ressort l'assainissement et la maîtrise des cadres macroéconomiques. Ça, vous ne pouvez pas réviser ça à Tshisekedi. Mettre l'impact. C'est ce qui a permis maintenant. Regardez, quand vous parlez, même quand vous racontez votre vie privée, je vous ai laissé parler. Laissez-moi quand même le temps de vous. C'est ma conclusion. Maintenant, regardez, même dans cette armée, il faut reconnaître que Kabila donnait 100 millions de dollars pour l'effort de guerre. Tshisekedi vient, il donne 400 millions. Et bientôt, ça sera 1 milliard. Et ça arrive au niveau des militaires. Avec ils les reçoivent. Vous avez parlé des disciplines. Il y a de l'argent qui arrive comme le matin, les soirs. Vous êtes un enseignant. Vous êtes un enseignant, mais qui n'est pas lui-même enseigné. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et regardez. Donc, lorsqu'on parle de réforme, qu'est-ce qu'on veut entendre par réforme? C'est-à-dire que nous voulons avoir une armée républicaine. Nous n'avons jamais eu une armée républicaine. L'armée dont il parle, pourquoi les profs parlent d'unité? C'est-à-dire que cette armée-là de Mobutu était politisée. C'était une armée politique. Nous voulons une armée apolitique. Une armée donc républicaine, c'est une armée qui est au service de la nation. Et ce que Tshisekedi est en train de faire, c'est-à-dire que c'est pour la toute première fois cette volonté qu'on voit de construire, d'avoir une armée qui se développe et qui contribue au développement. C'est avec cette loi qu'on appelle la réforme. Et même les questions qu'il a soulevées ici, c'est compris dans cette loi. Nous n'avons pas le temps de lire cette loi. Sinon, j'allais vous lire cette loi. Donc, maintenant, ça ne va pas. C'est-à-dire que cette armée doit être dissuasive. Depuis tout ce temps, on n'a jamais eu une armée dissuasive. Regardez quelques éléments qui ont voulu se distinguer. Vous avez Bouza Mabé. Dès qu'il avance, allez, Kinshasa appelle le recul. C'est pourquoi nous disons, ces immigrés clandestins devraient avoir honte. Merci. Lorsque nous parlons des choses qui sont liées à la sécurité, devraient avoir honte. Ils nous ont infiltrés dans tous les services. C'est la fin. Regardez, ils défendent ça. Ça, c'est vraiment ridicule. C'est manque de la honte. Merci beaucoup, Maître Gédéon Kolela. Merci beaucoup, M. Jean-Paul Kazamba. Merci beaucoup, Professeur Edieni. Merci aussi à vous.
chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que ce débat a été un débat de qualité, un débat que vous avez aimé. Merci infiniment. On se retrouve demain pour clôturer la semaine. Très bonne journée chez vous.